Donc, je vous propose donc de démarrer cet atelier dans le cadre du Green IT Day, hein. Aujourd'hui, donc, un atelier qui est consacré au bâtiment durable et à la recherche de la sobriété numérique et la performance énergétique des bâtiments. J'ai le plaisir d'accueillir trois acteurs qui sont aujourd'hui complémentaires et qui ont trois approches différentes. Guillaume Cailleux, qui représente une entreprise et également une filière de cette transition énergétique et numérique et qui représente Schneider Electric. Arnaud Casteltor, qui représente en tant que chercheur et maître de conférence le LIRM, le laboratoire de recherche montpelliérain. Et enfin, Eric Pastor, qui représente l'établissement de formation l'EPF, l'école d'ingénieurs, basée également à Montpellier. Alors, chaque intervenant dispose d'une quinzaine de minutes pour présenter un petit peu son approche par rapport à cette thématique aujourd'hui. Et nous gardons une quinzaine de minutes en fin d'atelier pour que vous puissiez intervenir à votre tour pour pouvoir poser vos questions, à la fois par chat ou à la fois directement en prenant la parole par le micro. Je vous laisse démarrer, Guillaume. Et je vous laisse l'honneur de commencer cet atelier. Merci. Merci Guillaume. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Guillaume Cailleux, directeur développement et prospective chez Schneider Electric France. Et sur les sujets de la transition énergétique et plus spécialement sur le smart building. Donc, c'est un des sujets que je porte à travers la filière électronumérique, donc les organisations telles que Jimelec, IFPEB et les pôles de compétitivité, dont Derby. Et donc, le sujet Smart Building, c'est la rencontre entre la data et l'électron. Et c'est un point de rencontre exemplaire et difficilement discutable. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette journée Green IT. Et c'est aussi, je crois, ce qui occupe aussi ce qui se dit à l'instant même côté du gouvernement où on cherche de la sobriété énergétique. Donc, le sujet d'actualité, je vais essayer de vous le présenter, donc, comme tu le disais, Guillaume, par la voix de l'entreprise et des réalisations qui ont été faites. Alors, quelques mots sur Schneider. Bon, Schneider, comme son nom ne l'indique pas, est un groupe français qui est né au Creusot il y a presque 200 ans. Il est né dans la sidérurgie. Il a fait un passage sur le ferroviaire et dans les années 80 a pris le virage électrique et aussitôt après numérique. Donc 130 000 collaborateurs dans le monde, 15 000 en France et un bon pied en Occitanie et sur l'arc Méditerranée. On a 2 sites de production en Occitanie et deux autres proches plus à l'est de la Méditerranée. Alors, ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est un bâtiment durable et connecté. Il est à Grenoble. Il a été inauguré il y a 2 ans et il est réputé comme étant le plus efficace au monde. Ensuite, je vous donnerai quelques chiffres pour estimer le potentiel de sobriété ou le potentiel d'efficacité énergétique encore inexploité du parc de bâtiments tertiaires en France. Et je terminerai en insistant sur une vertu supplémentaire du bâtiment connecté que l'on découvre là aujourd'hui, c'est d'être un levier principal pour répondre à une situation d'urgence que sont les 3, 4, 5 hivers prochains où il va falloir trouver des moyens de baisser la conso en cas de pointe. Voilà les 3 parties. Donc, en commençant 2 mots à nouveau sur Schneider pour dire que le développement durable, ce n'est pas notre nouveau dada. On est dessus depuis très longtemps. Dès 2005, on a été les premiers à créer un baromètre de durabilité de nos activités. Et on enchaîne les prix, et notamment celui en 2021, reconnu par l'association Corporate Knight comme étant l'entreprise la plus durable au monde. Donc, on a cette crédibilité et on a des engagements sur 2050, des engagements donc long terme sur la décarbonation, sur l'efficacité avec les ressources. Et on a ces leviers technologiques, qu'ils soient électriques, qu'ils soient digitaux, pour décarboner les usages.
Donc, cette efficacité, cette décarbonation, on la propose à nos clients, à nos fournisseurs, et on se l'applique à nous-mêmes sur nos opérations et notamment sur nos bâtiments. Et je vais donc vous parler de l'un d'eux, bâtiment Intensity, donc le plus récent. Comme je disais, il est basé à Grenoble, donc c'est notre vitrine, hein, c'est vraiment notre référence en matière de gestion de l'énergie, en matière de bien-être aussi et de développement durable. Il est autonome. Il se fiche de l'augmentation des tarifs, hein, des coûts de l'énergie actuels, puisque sa facture est à zéro. Donc, petite histoire, la genèse remonte à 2016. On avait à cette époque à Grenoble 15 000, je me trompe. On avait 5 000 employés répartis sur 13 sites différents. Et l'idée était de regrouper tous ces employés sur 4 grands bâtiments, 3 rénovés et un nouveau, donc celui que je vais décrire maintenant. Alors pourquoi regrouper, rassembler tous ces employés, déjà dans un but de réduction d'empreinte énergétique. Parmi les 13 bâtiments de l'époque, il y avait certainement des passoires énergétiques, dans un but de réduire aussi les déplacements intersites. Et enfin, c'est important pour essayer de regrouper les forces d'innovation et de R&D qui étaient donc disparates sur plusieurs sites. Donc, susciter la collaboration, la coopération entre le collectif. Alors, il y a eu un gros travail sur l'enveloppe. Je passe, mais forcément, il y a eu un gros travail sur l'enveloppe parce qu'on est quand même dans une ville où on a des pointes de chaleur l'été, des pointes de froid l'hiver. Donc, l'enveloppe a été très, très travaillée en amont. Et l'architecture de ce bâtiment Intensity a été conçue par la donnée. On a bien sûr utilisé le BIM, la simulation énergétique, et on a intégré des capteurs, des technologies smart pour atteindre l'efficacité énergétique maximale et aussi pour favoriser le confort et la collaboration. Alors, les résultats sont spectaculaires. Vous le voyez, on est à 37 kWh par mètre carré et par an. Le record mondial, quand la moyenne des bâtiments européens est aujourd'hui de 300. Donc, on fait 9 fois moins que la moyenne européenne. Alors, 37 kWh, c'est tous usages confondus. Parmi ça, on a la restauration, on a l'informatique. Et si on isole la partie bureau, on est à 20 kWh par mètre carré par an. C'est un autre record mondial. Alors, pour arriver là, on a des panneaux photovoltaïques sur la toiture, des éoliennes, de la géothermie. Mais le cœur, c'est la plateforme digitale. Donc, c'est le cerveau informatique, le cerveau numérique du bâtiment. Donc, c'est sur ce point que je veux insister. Donc, c'est un système de pilotage de l'énergie qu'on appelle aussi GTB, BMS, BAX. Il contrôle et il surveille en temps réel l'occupation, la gestion des espaces et tous les usages d'énergie, et il actionne en fonction les appareillages pour optimiser ses consommations. Donc, un petit surcoût d'installation à l'installation de ce système de pilotage qui n'est pas énorme, hein, et qui est de 10% du bâtiment, et avec un retour sur investissement assez rapide de 5 ans. Et ça, c'était à l'époque où les prix de l'énergie n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, on peut imaginer que le retour est plus rapide. Je l'ai dit, c'est un bâtiment autonome ou presque. Hein, la facture est à zéro par un échange avec la compagnie électrique de Grenoble. Quand il y a beaucoup de soleil, on repasse notre électricité à GEG et vice-versa, d'où cette facture à zéro. Et oui, alors, ce bâtiment, avec une consommation divisée par 9, c'est un cas extrême, mais les études et les retours d'expérience montrent que le gain
d'un bâtiment piloté par le système GTB dont j'ai parlé, le gain est entre 20 et 40% d'économie d'énergie. Donc, c'est énorme. Et quand on sait que tout bâtiment confondu, donc résidentiel et tertiaire, il consomme 44% de la consommation nationale, on voit ici le gisement d'économie qui est monstrueux. Là, en ce moment, la Première ministre est en train d'intervenir pour inviter à une réduction de consommation de 10% sur 2 ans. J'ai envie de dire, voilà, avec ça, c'est facile. On y est très facilement, d'autant plus qu'on a, on a ces dispositifs, hein, ces décrets tertiaires et décrets BAX qui nous montrent le chemin. Le décret tertiaire, qui est une obligation de résultat, certains d'entre vous connaissent certainement, où l'on va déclarer sa conso d'énergie aujourd'hui et donc à partir de septembre 2022 et s'engager à des réductions de 20, 30, 40% dans les années à venir. Donc, obligation de résultat avec le décret tertiaire. Et le décret BAX, qui lui est une obligation de moyens, une obligation d'équipement et qui oblige les bâtiments d'une certaine consommation d'énergie à s'équiper d'un système de pilotage. Donc, en haut à gauche, 300 000 bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². On sait que la moitié d'entre eux est concernée par le décret BAX. La moitié d'entre eux donc, doit s'équiper d'un système de pilotage d'ici 2025, c'est-à-dire demain. Et on en est loin, parce qu'aujourd'hui, on estime qu'il y en a moins de 20 000. Donc 20 000 sur 150 000, et une marge énorme de progrès. Déjà, on le verra plus tard, faisons en sorte que les 20 000 bâtiments tertiaires, qui sont souvent les plus gros, soient efficaces dans leur consommation d'électricité. Mais il y a une marge encore. Le jour où tous ces équipements, tous ces bâtiments seront équipés, on a un gain extraordinaire, d'autant plus que ce décret BAX, il est aujourd'hui en train d'être reformulé. Et il y a cette volonté de baisser le seuil d'obligation d'équipement par un système de pilotage pour le baisser de 290 à 70 kW. Et là, tout le tertiaire est concerné. Donc, énorme opportunité pour, grâce au numérique, aller vers la sobriété énergétique. Je vais en terminer avec une autre vertu, donc la troisième qualité de ce système de pilotage. On l'a dit, il permet de consommer moins l'efficacité énergétique, les moins 20, moins 40% dont je vous parlais tout à l'heure, de consommer mieux, donc intégrer des ENR, du stockage, et aussi de consommer au bon moment. Il est flexible. Et c'est là que le bâtiment tertiaire devient le levier d'urgence le plus tangible pour passer les hivers prochains, quand les pointes de consommation dépasseront la disponibilité de production. Donc, tout l'intérêt rapidement de ces systèmes de pilotage, c'est que je peux pré-programmer les alertes EcoWatt. Je pense que tout le monde a entendu parler des alertes EcoWatt et on va en entendre de plus en plus parler. Hein. Donc, il y a 3 niveaux, vert, orange, rouge. Et je peux donc, dans ces systèmes numériques de pilotage, créer des scénarios. Mon scénario orange, le réseau est tendu, mais ça peut passer. Je vais baisser ma température de 1 degré, baisser quelques usages sans chambouler tous mes process internes et sans chambouler les usages et le confort. Et créer aussi un scénario rouge, et où là, je baisse drastiquement ma consommation pendant 2, 3, 4 heures, ce qui est voulu par le réseau, par RTE. Et donc, on voit une courbe, hein, c'est EcoWatt qui est lancé là maintenant. J'ai regardé la météo hier sur France 2, ils ont introduit le concept d'EcoWatt et on peut, dès fin octobre, avoir ces premières alertes. Donc, la filière a testé en avril
de manière réelle et aussi au mois de juillet, tester le système EcoWatt et tous les mécanismes, et on voit les deux flèches en haut, le creux, c'est-à-dire au moment où on est face, au-delà de l'efficacité énergétique des moins 20, moins 40%, je peux couper complètement ma conso, ou de 90%, je décale mon chauffage, je l'anticipe, je le retarde, je coupe ma ventilation tout en contrôlant le bon taux de carbone, et de ce fait, je rends un super service au réseau. Et c'est là où on peut conclure en disant la sobriété, elle est là. Hein, en coupant la pointe, j'évite de faire appel à des nouvelles centrales à charbon, j'évite d'importer de l'électricité carbonée de nos voisins européens, et puis j'évite un délestage ou voire un blackout. Donc on a ici un exemple criant de le numérique, un numérique vertueux, un numérique, même si on n'en a pas encore, on n'a pas encore tous les retours d'expérience sur son poids, et je sais que c'est le sujet de la journée, mais des études sont en cours, notamment par l'ADEME, mais on en tire tous les bénéfices dans la transition énergétique et dans la baisse de la consommation. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette intervention. Je vois qu'il y a une très rapide question donc sur notamment voilà, le résultat de 37 kWh par mètre carré inclut-il la déduction de la production solaire? Une précision peut-elle être apportée dans ce sens? Alors, le 37 est la pure consommation, quelle que soit l'énergie. D'accord. Non. Ok, très bien. Merci beaucoup. N'hésitez pas, on prévoit aussi un temps d'échange à la fin des 3 présentations. Donc, je vous propose maintenant, donc encore merci Guillaume pour cette intervention. Je vous propose de passer la parole à Arnaud Casteltor du LIRM, qui va nous parler donc des projets d'innovation qui sont portés par ce laboratoire de recherche notamment. Alors, je fais ça. Super. Bon, bonjour à tous. Donc voilà, moi aussi je vais attaquer un peu avec des chiffres. Donc cette fois, je vais parler de l'empreinte carbone du numérique. Alors, sur les chiffres, c'est toujours pareil. Donc la majorité des chiffres là viennent de l'ADEME, de chiffres projets, d'un certain nombre de rapports et de choses venues de la recherche. Mon idée, c'est de papinailler entre 4,1, 4,5 ou autre. D'accord. L'idée, c'est de vous donner des ordres de grandeur et des tendances de façon qu'on puisse regarder. Sur l'empreinte carbone du numérique, déjà, on voit qu'on est à quelque chose autour de 4% en 2021 et qu'il y a différents scénarios, dont des scénarios, si on n'infléchit pas, vers du 8% en 2025. Donc, ça montre quelque chose d'important, avec la moitié en gros vers les terminaux mobiles et la moitié vers les data centers et les infrastructures réseau. Moi, je vais essayer de parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des infrastructures réseau et des data centers, vous parler un petit peu de ces aspects-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la consommation électrique du numérique, on l'estime à 6 à 10% de la consommation électrique mondiale. Et donc, du coup, on va dire un petit tiers pour les terminaux, un petit tiers pour les data centers et 40% pour les réseaux, les autoroutes de l'information qu'on a tendance à oublier. C'est-à-dire le fait d'avoir à transférer l'information de chez moi à Paris, ce n'est pas pareil que de chez moi aux États-Unis. Ça semble évident quand je le dis comme ça, mais finalement, on a tendance à l'oublier. Moi, par exemple, quand j'utilise des services de domotique type Alexa, je dis Alexa, quelle heure il est? Ben, du coup, ça va parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres pour aller me dire l'heure qu'il est. Voilà, il faut en avoir conscience, il faut avoir conscience du coût énergétique, de l'impact énergétique que ça peut avoir. Dans un premier temps, je vais faire l'emphase sur les data centers et essayer de schématiser un petit peu ça à grosse maille. Pour se dire, un data center, donc vous vous souvenez de toutes ces données qui vont dans le cloud, donc moi, c'est vrai que je suis responsable d'une équipe de recherche spécialisée dans le web, les défis du web, et en même temps, je suis responsable d'un département d'école d'ingénieurs où je forme des étudiants spécialisés des environnements cloud. Donc le cloud, c'est cette fameuse chose où on dit le nuage. En fait, derrière, à un moment donné, il y a bien l'information qui arrive via un système, un réseau, jusqu'à un data center et où cette information va être traitée par des ordinateurs. Et donc, du coup, c'est juste pour faire comprendre ces notions-là qui n'est pas forcément évidente quand on ne connaît pas ce domaine. En fait, dans le data center, ça va se représenter comment? Il va y avoir des systèmes de batterie, il va y avoir des systèmes de générateurs diesel, il va y avoir des systèmes pour la climatisation, pour répartir l'électricité. En fait, on se rend compte que toute cette partie-là, ça va déjà représenter potentiellement 60% à grosse maille de l'énergie qui va rentrer dans le data center. Et finalement, il y en a 40% qui arrivent à la partie informatique à proprement parler.
sur cette partie, ces serveurs, ils se retrouvent dans des grandes baies, en fait. Donc, on peut voir ça un petit peu comme des grands frigos américains, entre guillemets, où dedans, il y a à nouveau un système de ventilation, à nouveau des systèmes de répartition de l'énergie. Et dedans, on a donc, on va dire comme un peu des tiroirs, donc en fait, et ce sont les lames qu'on appelle donc des serveurs. Et dans ces serveurs, à nouveau, on va avoir du refroidissement, des systèmes d'alimentation et tout un certain nombre d'appareils informatiques, donc la carte mère, tout ce genre de choses, et les composants pour faire fonctionner quoi? Le cœur, enfin, le cœur, plutôt le cerveau de l'ordinateur, donc le CPU, les unités de calcul, celles qui vont justement pouvoir faire les calculs. On se rend compte qu'avant d'arriver du coup à ce CPU, on a déjà 70% qui sont partis là-dedans. Et ensuite, alors, on peut varier en fonction des usages, si c'est un cloud qu'on appelle on-premise dans une entreprise même, ou si c'est vraiment quelque chose qui est mutualisé entre différentes entreprises. Mais pour simplifier, j'utilise la loi Pareto, mais vous feriez x2, ce serait la même. L'idée, c'est de dire qu'avec un 80-20, c'est-à-dire qu'en lycée, au total, si on prend tous les cœurs, toute la puissance de calcul, il y a 20% de la puissance de calcul qui est utilisée à travers le temps. On se rend compte que finalement, il n'y a que 3% d'énergie qui vont pour réellement effectuer du calcul. Paradoxalement, c'est 20%, même si c'était 60 ou 80, allez, je fais x2, ça fait que 6%, je fais x3, j'augmente à 7-8%. Donc, en réalité, ce n'est pas là où il y a le plus gros gain. Le plus gros gain, déjà, dans ces data centers, ça va être sur ces parties amont. Comment on optimise autour de tout ça, comment on rationalise. Il y a eu déjà des choses. Alors, je vais éviter de citer des noms pour ne pas rentrer dans des notions de conflit, mais il y a des choses où, par exemple, rien qu'en optimisant donc, la manière où ils vont envoyer le calcul, en optimisant ça vis-à-vis de la climatisation, ils ont fait des gains de l'ordre de 30% vis-à-vis de leur facture de climatisation. Donc, je rejoins les propos de Guillaume sur le fait qu'en orchestrant correctement, en ayant une intelligence finalement sur la manière dont on gère notre bâtiment, et celui-ci est un bâtiment comme un autre, mais qui a des particularités, des spécificités, et bien du coup, on peut déjà améliorer tout ça. Et donc, du coup, il y a différents scénarios. Donc, il y a deux problématiques dans un data center qui concernent l'énergie, tout ça. Mais par exemple, au laboratoire recherche, il y a une équipe de recherche spécialisée en microélectronique qui travaillait avec mon équipe, où on a travaillé sur des systèmes de faire des clouds Green IT. En fait, dans ce qu'on appelle des grilles d'énergie, donc des choses où en fait, il y a des cartes spéciales qui sont capables de récupérer l'énergie, de prendre l'énergie du solaire, l'envoyer vers des batteries, calculer vis-à-vis de tout ça, envoyer aussi vers secteur, mais aussi pouvoir échanger de l'énergie entre les nœuds calculs. Ce qui fait dans un data center où généralement on a deux variables, on a soit on déplace les données, soit on déplace les traitements. Maintenant, on a aussi la chose de déplacer l'énergie. Donc, d'avancer vers ces smart cities, d'avancer vers ce genre de choses en disant je vais transférer l'énergie de A vers B. Et donc, du coup, c'est des choses qui sont intéressantes. Il y a eu beaucoup de prototypes. Alors, ça a commencé même plus tôt que ces 8 dernières années, mais on va dire que les prototypes sont là depuis 8 ans. Là, j'en montre un qui est ancien pour ne pas montrer les toutes dernières versions. Mais voilà, c'est des principes où on peut mettre des nœuds calculs, des cartes de puissance, des systèmes de batterie de panneaux solaires et tout ça, par exemple, sur des toits. Pourquoi sur les toits? Parce que c'est souvent un endroit qui est peu utilisé et c'est souvent un endroit où, finalement, si on l'utilise pour des panneaux solaires, il y a la place en dessous pour mettre des serveurs. Et si on les met en dessous de ces serveurs, en fait, on résout aussi un des problèmes de dissipation d'énergie qui est de base, qui est la quantité de panneaux solaires qu'il faut pour les serveurs vis-à-vis de l'empreinte du serveur permet une meilleure dissipation. Alors, c'est des systèmes où il y a des couches double pot, ainsi de suite. Donc, ça, on a travaillé et entre chercheurs et aussi avec nos étudiants donc Polytech Montpellier qui sont en mécanique ou autre ou dans d'autres systèmes pour essayer d'optimiser toutes ces considérations et donc permettre, là on a un prototype sur toi Polytech où le but c'est d'avoir une infrastructure de calcul neutre en carbone pour nos étudiants pour tous leurs travaux de data science et d'IA. Pourquoi? Parce qu'il faut former, je pense que tu en parleras mieux que moi tout à l'heure, des ingénieurs responsables. Voilà. Et donc du coup, pour former des ingénieurs responsables, du coup, il faut les faire travailler vis-à-vis de tout ça, il faut qu'on avance sur ce genre de sujet. Donc, nous, toute notre idée, c'est de dire aussi que notre infrastructure panneau solaire, alors c'est pour ça que l'intervention de Guillaume était intéressante, où en fait, il faisait un mix énergétique, c'est-à-dire que les panneaux solaires, même à Montpellier, on ne peut pas tout le temps compter dessus. Donc, nous, notre idée, c'est de dire qu'on va reprendre un petit peu du réseau durant l'hiver. Par contre, on va réinjecter dans le réseau durant l'été. On va pouvoir utiliser ce genre d'infrastructure. Et donc ça va rejoindre une autre problématique que j'ai, c'est celle du bâtiment intelligent. Donc moi, j'ai fait partie, donc, avec plein d'autres collègues, d'une expérience scientifique assez inédite qui regroupait 13 laboratoires universitaires. Donc c'était ce qu'on appelait HUT, Human at Home Project. Donc c'était un appartement du futur. Et l'objectif, c'était il faut qu'on explore et anticipe les effets des nouvelles technologies, des objets connectés, sur les comportements quotidiens, le bien-être dans l'habitat. Et donc, du coup, l'idée, c'est de dire, plutôt qu'être en réaction, soyons en proaction. Essayons de regarder aussi bien sur le plan juridique, énergétique, mouvement, ainsi de suite,
quels vont être les enjeux et qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de ça. Donc, on a fait un partenariat avec un promoteur immobilier qui a construit un appartement. On avait cet appartement, on avait une salle serveur qui y était associée. Donc, vraiment, on avait une salle serveur à l'intérieur, mais qui était accessible que depuis l'extérieur. L'appartement existe toujours, il y a encore des gens dedans et on continue les expérimentations. Et c'est juste pour vous dire que finalement, un appartement bourré capteur, de nouveaux scénarios, tout ça, ça demande quoi? Ça demande beaucoup de puissance de calcul. Et là, on retombe sur une problématique de consommation d'énergie. Alors, du coup, il y a un certain nombre des choses qu'on a développées dans ce système qui sont parties ailleurs. Mais on s'est rendu compte de 2 éléments clés. Le premier, c'est beaucoup d'objets connectés partent et font de la fuite d'informations. Il y a la fuite d'informations très loin, donc vers les États-Unis ou vers d'autres pays. Et donc, du coup, là encore, c'est un coût énergétique important de transférer cette information. Plus, il faut la puissance de calcul. Guillaume, tu parlais de 60 000 événements par seconde, de 60 000 données par seconde du coup, dans le système. Donc, du coup, ça implique du coup, d'avoir une certaine intelligence pour pouvoir porter tout ça. Et donc, du coup, c'est là où un petit peu ces 2 travaux se rejoignent. C'est qu'à un moment donné, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on va construire les habitats de demain, il y avait plein d'autres conclusions de Hutt qui étaient très intéressantes, mais quand on va construire l'habitat de demain, on va se dire, comme on mutualise un certain nombre d'infrastructures, il serait intelligent de pouvoir mutualiser au sein des bâtiments, des appartements du futur, toutes ces capacités de calcul, de façon justement les mutualiser, éviter qu'il y ait des choses qui tournent pour simplement 5% ou 3% de la puissance de calcul, simplement quand la personne passe et que clac, à ce moment-là, ça déclenche le fonctionnement. Et donc du coup, si on cumule tout ça, si on imagine de construire des bâtiments où en fait, plutôt que prendre de l'espace, on réussit à bien aménager le toit, on utilise du matériel potentiellement de seconde main, c'est-à-dire que là, par exemple, nous, ce qu'on fait à Polytech, on utilise des nœuds de calcul qui proviennent du CINES, le centre de supercalcul, mais qui est plus assez puissant pour eux, mais qui est largement assez puissant pour nos étudiants et qui permet de donner une deuxième vie à du matériel. En fait, on a ces problématiques qu'on appelle l'e-waste, l'électronique waste, le gâchis électronique, où en fait on renouvelle de plus en plus rapidement notre matériel et donc du coup ça pose d'autres problèmes, y compris en termes de responsabilité écologique, parce qu'on oublie souvent comment dirais-je, l'énergie grise, l'énergie nécessaire pour créer le matériel, toute cette énergie. Et donc du coup on pourrait faire ce genre de choses avec nettement moins de consommation, être smart city ready et amener une deuxième vie pour ce matériel qui en plus, en fonction de comment on fait ce système, je ne vais pas rentrer dans les détails là, on peut réussir à faire en sorte que ce n'est pas grave si une partie meurt, le reste du système va pouvoir compenser la problématique. Donc du coup, c'est tout ça un problème et ça va dans une notion de choses continues. Donc voilà, donc là, vous voyez, c'est par exemple 2 croisements de 2 travaux de recherche qui amènent au même résultat. Il va falloir avoir besoin de capacité de calcul et la bonne échelle, par contre, c'est de dire que ce soit ce qu'on appelle des edge locations, c'est-à-dire on va essayer de rapprocher le calcul de l'utilisateur, les puissances de calcul de l'utilisateur pour justement éviter d'avoir une dépense énergétique importante. Souvenez-vous, c'était 40% avant. Et ça m'amène à quelque chose qui est l'électronisme. Alors honnêtement, il y a quelques jours, je ne savais pas encore le terme. C'est un collègue qui me l'a soufflé. C'est la difficulté, voire l'incapacité à utiliser des appareils numériques, les outils et les services informatiques en raison d'un manque ou d'une absence totale de connaissances et de leur fonctionnement. Et honnêtement, on souffre tous, mais nous, les chercheurs en informatique, d'une forme d'électronisme à certains moments. Et donc, du coup, ça impacte notre empreinte carbone. Je vais vous donner un exemple simple. Un certain nombre d'entre vous ont sûrement déjà utilisé un Doodle, par exemple, pour convenir d'une réunion conjointe. Doodle, OK, très bien, le serveur Doodle il répond aux États-Unis. Si je fais la même chose open source en Europe, Framadite, déjà, je suis en Allemagne. Si j'ai quelque chose qui est au sein de mon organisation, si mon organisation est assez grosse, je vais encore pouvoir réduire le coût. Parce qu'à chaque fois, ça va engendrer du coût carbone. Et du coût carbone non négligeable. Souvenez-vous, 40%. Et donc, du coup, l'idée de dire qu'il faut réinternaliser, qu'il faut essayer de rapprocher aussi, ça a aussi un impact énergétique qui est potentiellement fort. Et c'est quelque chose sur lequel je veux mettre l'accent. Pensez que si vous avez vos data centers en Europe et que du coup, quand il y a eu les problèmes avec le Patriot Act, ainsi de suite, vous avez dit je vais chez Microsoft en Allemagne parce que c'est bien, ils ont tout ça. Microsoft, depuis 2018, a annoncé quelques data centers en France. Donc, du coup, il était temps de rapprocher vos données et de les poser sur un data center français. Et ainsi de suite. Donc, du coup, il y a un certain nombre de choses. Pareil, notre cloud souverain et notre souveraineté là-dessus peut avoir un impact important vis-à-vis de nos consommations énergétiques, de faire au plus près et d'avoir ce genre de démarche, d'outils et de positionnement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est stratégique et c'est quelque chose qui, de notre point de vue, sera important vis-à-vis de la question de la consommation.
Pareillement, je reviens juste sur un point. Sur ces histoires-là, il y a aussi plein de choses intéressantes. Par exemple, on a travaillé, donc, bien sûr, avec les laboratoires en architecture qu'il y a à Montpellier. Mais par exemple, on a travaillé avec ceux de Nantes. Et sur Nantes, du coup, il y a plein d'usages qui peuvent se faire. Par exemple, pour récupérer la chaleur, pour pouvoir faire pousser des tomates sur les toits, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place qui sont potentiellement intéressantes. Il y a d'autres personnes qui ont des systèmes de production d'algues. Voilà, donc il y a beaucoup de projets là-dessus. Donc, on va avoir ce genre de notions. On va avancer. Juste pour finir, cherchant dans tout ça, donc, il y a ce genre d'approche. On essaie de regarder, d'optimiser tous les systèmes que vous avez aujourd'hui chez Schneider ou autre, viennent peu ou prou à un moment donné de la recherche scientifique qui ont fait des choses sur les systèmes d'optimisation. Mais ce qui nous change pour nous, c'est aussi quand on développe des nouveaux algorithmes ou des nouveaux systèmes, il faut aussi qu'on prenne en compte l'énergie. Et c'est quelque chose qui est pas égal. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que du coup, ça consomme du calcul que ça consomme l'énergie de la même manière. Donc du coup, ça nous pose des nouvelles questions parce que généralement, quand on publie un article, on publie avec sa consommation mémoire, sa consommation stockage, sa consommation de processeurs. Mais là, du coup, cette prise en compte de l'empreinte énergétique, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Et par exemple, entraîner un modèle de deep learning, donc de l'apprentissage profond, des choses qu'on fait classiquement, par exemple, pour regarder s'il y a des tumeurs sur des radios cancéreuses, sur plein d'éléments qu'on peut faire, du coup, c'est 5 cycles de charge d'une voiture. C'est énorme. Une voiture autonome, c'est potentiellement 4 téraoctets de données par jour. Donc, du coup, on essaie de faire les data centers à l'intérieur. Mais imaginez si on décide de les déporter. Il y a des notions sur la 4G, sur la 5G qui se mettent en place. Il y a des initiatives ici, il y en a une qui est abordée à cause du Covid, mais d'un data center, justement, qui reprennent les problématiques énergétiques pour être consciencieux à ce niveau-là, et aussi vis-à-vis de problématiques sur la consommation d'énergie au sein du data center à Montpellier. Dommage que ça ne soit pas fait, mais j'espère que ça reviendra. Et donc voilà, et donc du coup, c'est travailler sur l'éco-conception et la mettre au cœur de nos démarches. Comment on mesure, comment on la comprend, comment on fait des décisions, comment on décide entre un progrès d'un algorithme et son coût énergétique, et toujours optimiser, rationaliser, améliorer des systèmes. J'en ai fini, j'ai déjà beaucoup parlé. Super, merci beaucoup pour cette présentation qui était très complète. Alors peut-être si je prends peut-être une question, je vois qu'il y a eu des réactions. Avez-vous travaillé sur des moyens de rendre économiquement accessible ce type de bâtiment? Alors, est-ce que c'est une question? Alors, je ne sais pas pour qui elle était ce genre de question, si c'était pour Guillaume ou pour moi. Alors, je réponds et tu y réponds si tu veux. Ouais, voilà. Ouais, ok. Alors, je vais imaginer que c'est pour moi. Du coup, en fait, il y a une rationalisation des coûts. C'est-à-dire qu'un certain nombre de technologies qu'on a testées, par exemple, une forme de plancher connecté, je ne peux passer les détails internes. Bon, clairement, la rationalité du coût n'était pas viable pour accéder. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on prend des technologies qui sont trop onéreuses aujourd'hui, mais on essaie de voir est-ce que demain ça a du sens. Par contre, on s'est rendu compte que certaines de ces technologies, par exemple, il y a eu ce créateur de bâtiment qui a accepté de prendre un certain nombre de technologies pour un nouveau bâtiment qui est créé à Montpellier. Donc du coup, oui, il y a un certain nombre de choses. Mais nous, ça nous permet aussi de travailler parce que par exemple, le fait qu'on ait un plancher connecté, ça amène plein de choses en termes de prédiction sur la santé qu'on peut faire, les chutes, mais aussi des notions peut-être, sur des aspects médicaux, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais c'est des choses sur lesquelles je pense qu'il va y avoir une tendance à terme à venir. Mais c'est toujours ces logiques de rationalisation des coûts. Je rappelle, l'écran plat a été inventé, il me semble, dans les années 70. Mais moi, la première fois que j'ai eu un écran plat entre les mains, c'était plus que les années 2000. Donc vous voyez, donc du coup, il y a toujours ces notions aussi où des fois la recherche doit être en face amont de la production. Et de manière générale, c'est comme ça fonctionne. On travaille sur des choses qui ensuite partiront en production et ensuite seront accessibles. Bien sûr, on va y travailler. Et on va travailler pour aussi faire baisser la consommation énergétique des gens. C'est tout l'enjeu dont Guillaume a parlé tout à l'heure aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'il resterait une dernière question, mais peut-être on pourra l'évoquer. Je pense que c'était pour toi, Guillaume. Peut-être qu'on peut passer à la dernière intervention donc, de Eric Pastor de l'EPF. Donc, on vient de parler donc, de la partie plutôt entreprise, filière, de la partie laboratoire, et maintenant plutôt vers un établissement de formation qui travaille également avec des laboratoires de recherche, qui a des enseignants-chercheurs dans les laboratoires de recherche, qui travaillent aussi avec des entreprises telles que Schneider. Quelle est l'approche aujourd'hui de cette école d'ingénieurs et comment vous sensibilisez vos élèves sur ces sujets-là? Merci Guillaume. Le partage arrive dans
3, 2. Par contre, après le premier slide, on passera à la vidéo, si ça ne te dérange pas. Bien, je démarre. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Eric Pastor du campus de l'école d'ingénieurs EPF, de campus de Montpellier. Donc, anciennement, c'est l'école polytechnique féminine. Nous allons aborder la thématique de la recherche de la sobriété numérique et l'efficacité énergétique pour un bâtiment durable en exposant donc, un laboratoire énergétique que nous avons conçu à l'école avec des élèves. Et ensuite, problème de micro. Et qu'ensuite nous avons donc réalisé avec des partenaires et fabricants. Donc tout d'abord, pour vous présenter l'école d'ingénieurs, cette école donc intervient dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, également des systèmes industriels et tout ce qui gravite autour des systèmes d'information, et enfin l'ingénierie de la donnée. C'est particulièrement donc les spécialisations que nous avons sur le campus de Montpellier. Je vous propose d'écouter déjà un petit film, rapidement, 2 minutes, pour vous présenter le projet Energy Lab. Alors, 2 secondes. Oui, pas de problème, merci Guillaume. On te fait jongler. Je mettrai un lien la prochaine fois. Alors, tu ne partages pas le bon écran. Tu le remets sur ton... Tu es un spécialiste du Zoom. Non, parce que j'ai l'écran contrôle ici. Ah, tu es un écran contrôle, d'accord. Voilà, je partage. Alors, je pense qu'on m'entend. La genèse quand même de ce projet, donc tout simplement, l'école était donc en voie de recherche de projets élèves. Une école qui intervient dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, c'est une... C'est bon, je peux la partager? Vas-y. Ou je te laisse finir? Vas-y, je t'en prie. Notre consommation d'énergie fossile et la pollution sont des sujets de préoccupation. À l'heure de la transition écologique, l'enjeu est de réussir à obtenir une indépendance énergétique en augmentant la part des énergies renouvelables. Connaître et comprendre les usages des différents bâtiments est devenu essentiel. Il est important de trouver des solutions qui puissent être duplicables sur des usages différents et de mettre en place des processus de pilotage. L'EPF, avec le soutien de la région Occitanie, en phase de devenir leader dans l'énergie positive, lance l'Energy Lab, une plateforme expérimentale à l'échelle du bâtiment, permettant de mettre en place et de tester des solutions de pilotage et de gestion d'énergie. Ce petit bâtiment mobile à très basse consommation est construit avec des matériaux respectueux de l'environnement. Il bénéficie du label Effinergie+. Différents systèmes pourront y être testés simultanément. La production d'énergie avec le photovoltaïque hybride ou avec les piles à combustible. Le stockage d'énergie et de chaleur avec le ballon ECS ou créé par le biais de batteries. Ainsi que la conversion d'énergie avec la ventilation double flux. Energy Lab est une cellule efficace en elle-même qu'on cherche à rendre positive, au sein de laquelle vont être étudiés différents protocoles pouvant participer à l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Cette plateforme test intégrera des systèmes modulables qui permettront de travailler sur plusieurs protocoles en même temps, ou au contraire, de privilégier pendant une période un protocole en particulier. Comment ça va fonctionner? Tout au long de la première année, les protocoles d'essai seront mis en place par une équipe de 5 chercheurs. Des activités de recherche seront réalisées en continu et la plateforme sera pour les entreprises un lieu de test idéal pour leur système. Parallèlement, la plateforme aura 2 missions importantes. Une mission pédagogique pour les étudiants du cycle master de l'EPF en majeure énergie et environnement et les apprentis en système informatique et industriel. La cellule d'essai servira de plateforme de TP et sera également ouverte à d'autres formations pour la région et pour les entreprises souhaitant former leur personnel sur de nouveaux protocoles dans le cadre d'une formation continue. La deuxième mission de sensibilisation fera de l'Energy Lab une plateforme de démonstration auprès du grand public, dans un objectif de sensibilisation au sujet de la transition énergétique. Vous souhaitez soutenir la cellule Energy Lab ou tester votre système au sein de notre plateforme? N'attendez plus. Rejoignez-nous pour innover ensemble. Donc voilà pour la vidéo.
on enchaîne avec la présentation. Voilà, donc en postulat de base, nous devions répondre à un bâtiment no watt, c'est-à-dire qui ne consomme pas d'énergie et qui assure elle-même sa propre autonomie donc énergétique pour l'ensemble des systèmes. Donc, se placer sur l'efficacité énergétique, c'était inévitablement travailler d'abord sur le bâtiment, un bâtiment que nous avons souhaité donc à la fois passif, donc efficace, économe, sobre, et également durable. Durable dans les choix donc, des composants et des matériaux donc, du bâtiment. On mesure l'aspect durable du bâtiment aussi dans le fait que pour à la fois sa conception, mais à la fois pour son exploitation et son fin de cycle de vie, donc l'impact vis-à-vis de la ressource soit minimal. À savoir que la durabilité aujourd'hui s'entend sur une notion à minima de rechercher à faire en sorte que nous n'épuisions pas les ressources en fait pour nos générations à venir. Donc dans cette première slide, ce qu'on peut noter, c'est que d'une part, tant dans la conception et le choix des matériaux, cette préoccupation donc, a été au cœur donc, de l'élaboration. Ensuite, vous pourrez constater que c'est un bâtiment qui est d'une taille donc raisonnable, c'est 109 mètres carrés, et qui comporte à la fois des bureaux, salles d'enseignement et les locaux techniques, bien sûr, pour nos systèmes. Slide suivant. C'est sensible. J'ai un problème. Voilà. Donc, on est bon? C'est bon. Okay. Ça veut dire qu'il faut que je reprenne? Non, c'est bon, c'est bon. Merci. Les systèmes énergétiques qui ont été mis en œuvre sont des énergies à base renouvelable. Et l'efficacité énergétique a été en ligne de mire dès cette conception-là. Je rappelle que l'objectif était d'avoir un bâtiment qui ne consomme pas d'énergie sur le réseau, ce qui veut dire qu'il fallait assurer donc sa propre production d'énergie, il fallait savoir également donc la stocker et enfin pouvoir en disposer et manager donc cette énergie-là. Ce qu'on vous présente donc dans cette première slide, c'est un bâtiment qui va être capable de produire son énergie électrique, capable de produire également son énergie chaleur ou froid, et de la stocker pour pouvoir ensuite la redistribuer, c'est-à-dire alimenter en électricité donc les systèmes donc, qui composent l'énergie lave, mais également donc, assurer un renouvellement de l'air, assurer également une mise en température et donc adéquate pour l'utilisation donc, de ce lieu. C'est inévitablement donc faire appel pas seulement à des fluides énergétiques, mais également à des fluides de données, car aujourd'hui, le management, si vous voulez, de la partie donc d'énergie doit s'entendre au niveau multifluide. On ne peut plus raisonner uniquement par rapport à un seul vecteur, mais bien un ensemble de vecteurs qui vont composer la sensation de confort hein, sensation de confort et d'efficacité donc des systèmes au sein de la cellule Energy Lab. Nous mettons donc en œuvre des données. Ces données se poseront la problématique donc de cette consommation de l'utilisation des données et leur traitement, mais également la consommation des systèmes. Aussi, l'ensemble des systèmes ont été choisis pour leur sobriété énergétique et on redétaillera un petit peu après donc l'architecture des systèmes d'information qui ont été sélectionnés pour pouvoir donc argumenter sur la sobriété numérique qui est inévitablement en ligne de mire ici. Manager les énergies, manager les fluides, c'est résoudre avant tout une problématique qui est de notre temps, c'est l'interopérabilité des systèmes. Aujourd'hui, des fabricants donc, développent des systèmes extrêmement efficaces, ont des solutions
propriétaires parfois, ou des solutions qui sont liées purement à leur ligne de produits et sont très performants dans le management de leurs équipements. Mais quand on veut avoir donc un système qui est capable d'opérer sur un ensemble donc de dispositifs, eh bien, va se poser ce problème d'interopérabilité, c'est-à-dire comment je vais les interconnecter, tant sur des aspects matériels, des aspects d'infrastructure et d'échange de données. D'où un système donc de management énergétique qui prend plusieurs couches, si vous voulez, qui seront des couches qu'on appelle purement hardware, c'est-à-dire matériel, des couches également donc de relève et de remontée de données, de stockage de données, et enfin de communication, donc protocole et mode de management. Alors, je ne sais pas pourquoi je quitte la page. Très bien, merci. Donc, assurer l'autonomie énergétique, quand on pense un bâtiment d'une façon raisonnable, sobre, sans abondance énergétique, parce qu'on pourrait très bien décider de fournir au bâtiment un surplus d'énergie par rapport à ce qu'il en a besoin, de manière à pouvoir, si vous voulez, lisser par le haut et absorber donc tous les besoins. L'objectif, il n'est pas là, c'est de rester dans une certaine sobriété. Eh bien, il faut savoir le manager et comment. Mais il faut savoir en fait faire interagir donc nos besoins avec donc le fonctionnement des systèmes. Quand l'énergie est abondante, quand l'énergie est disponible et que, par exemple, des conditions météorologiques qui permettent justement de pouvoir capter de l'énergie électrique ou de la chaleur pour réchauffer donc de l'air ou des fluides, eh bien, autant l'utiliser, certes, mais autant aussi essayer d'en stocker de manière ensuite à pouvoir la restituer. C'est pour cela que nous avons défini donc des modes de management. Je vais résumer, donc ne nous attachons pas aux détails du tableau, mais pour dire qu'on a 3 couleurs. C'est un peu à l'image donc de ce qu'on présente aujourd'hui avec EcoWatt. C'est un système donc qui va prendre en compte donc des besoins minimums quand on a un manque d'énergie disponible ou un manque d'énergie stockée, pour assurer quand même un fonctionnement donc de notre bâtiment, tout en restant extrêmement sobre. Ensuite, il y a des modes économiques, quand l'énergie est comptée et qu'on recherche une performance donc énergétique. Et enfin, quand il y a de l'abondance énergétique, et c'est ce qu'on nous propose aussi donc, dans le fonctionnement EcoWatt, c'est quand la ressource est disponible, de pouvoir l'utiliser. Ça correspondra justement aux 3 codes de couleurs. Pour étayer ensuite, donc, j'ai un problème, je pense, avec la télécommande. S'il te plaît, Guillaume. Ouais. Merci beaucoup. Sur la flèche. Merci. Donc, pour rappeler le concept donc, du fluide énergétique, de son stockage et de sa disponibilité, donc c'est un petit rappel. Donc, on a de l'énergie disponible par l'irradiation solaire, on la capte par des panneaux photovoltaïques. Ensuite, on va rendre compatible ce fluide énergétique dans un fluide compatible avec les réseaux sur lesquels nos systèmes sont branchés. Donc, c'est le travail que fait l'onduleur et on va pouvoir le stocker. Le système de gestion de l'énergie est au cœur donc, du fonctionnement, puisque nous avons, quand il y a d'énergie en abondance, nous avons l'objectif d'alimenter les systèmes. Quand on n'a plus d'énergie qui est produite par le soleil, on doit pouvoir la restituer à partir donc, du stockage. Quand on a besoin également de fonctionner en îlotage, c'est-à-dire en fait complètement isoler les réseaux, nous avons la nécessité également de mettre en place donc un soutien réseau de manière à ce que les systèmes puissent fonctionner d'une part et d'autre part démontrer que nous sommes capables de fonctionner en totale autonomie, ce qui était donc l'origine du projet, donc NoWatt.
Slide suivante, s'il te plaît. Concernant les fluides de chaleur, donc même problématique, on capte de la chaleur, nous stockons de la chaleur et ensuite nous la restituons. Ce sera le même principe également pour le froid et je vous l'épargnerai. Nous avons choisi comme vecteur pour pouvoir réchauffer ou rafraîchir donc, un bâtiment sa ventilation, de manière à travailler sur un système qui économise l'énergie, la rend vraiment efficace. La ventilation double flux que je vous présenterai extrêmement rapidement ensuite, donc s'avérait indispensable. À savoir que aujourd'hui nous ne pouvons plus mettre donc l'énergie qu'on apporte dans le bâtiment, c'est-à-dire au niveau de l'air, à l'extérieur, surtout en hiver. Autant récupérer les calories, tout en assurant quand même cette fonction de renouvellement de l'air qui est indispensable à la qualité et au confort intérieur. Le principe donc, du renouvellement d'air d'une centrale double flux, c'est un dispositif, si vous voulez, qui fait appel à des données numériques, donc des capteurs qui permettent de connaître les différences de température entre l'intérieur et l'extérieur, qui permettent également donc d'adapter en fait en fonction des conditions et de la qualité de l'air intérieur un débit et une pression donc de ventilation, et en même temps de régler et auto-régler donc le rendement de cette centrale qui va récupérer l'énergie sortante qui est dans l'air vicié, c'est-à-dire une air qui est chargée en CO2, pour l'apporter à un air neuf qu'on fait rentrer dans le bâtiment dans le cadre de son renouvellement et qui se recharge donc avec cette énergie. Donc, il s'agit d'un transfert, donc, qui est un transfert RR et qui, je pense, à l'avenir, se développera de plus en plus dans les bâtiments et les bâtiments durables. Merci. Je souhaiterais plus m'attarder sur la deuxième partie donc, de ce slide, sur la valorisation. Donc, l'objectif de l'Energy Lab est de réaliser donc un démonstrateur afin de sensibiliser le grand public, afin de permettre, tel que nous l'avons initié, donc à des fabricants, à des industriels, de démontrer qu'aujourd'hui les solutions existent pour pouvoir donc disposer de bâtiments efficaces énergétiquement. Et nous avons également une autre fonction, celle de l'ouvrir au plus grand public pour pouvoir démontrer donc les solutions aujourd'hui que nous pourrions mettre en œuvre, tout un chacun, aussi bien dans des bâtiments d'habitation, des bâtiments tertiaires, et des systèmes bien sûr plus dimensionnants et plus importants pour le secteur industriel. Sur la partie innovation, cette plateforme a reçu en fait le soutien de la région, mais également du pôle Derby. Donc, cette plateforme Energy Lab a été labellisée pôle Derby de manière à pouvoir porter donc, des travaux de recherche et de développement de nouveaux systèmes à la fois énergétiques, des systèmes également de traitement de la donnée, des systèmes de management, voire d'entrer dans une nouvelle ère qui serait une ère de prédiction des conditions météo dans lesquelles on va exposer nos bâtiments et comment on va devoir les manager en fonction de notre occupation, de notre utilisation, du confort qu'on souhaite pouvoir y trouver et enfin bien sûr des conditions donc, que nous rencontrons. Je voudrais faire un petit aparté sur maintenant la partie donc, sobriété numérique. Nous expérimentons au jour d'aujourd'hui donc, des systèmes de captation de données qui ont tendance à être locales, c'est-à-dire qu'on minimise justement donc, l'upgrade, hein, c'est-à-dire en fait le transfert des données de l'ensemble des capteurs et des systèmes qui composent donc l'Energy Lab vers l'extérieur. Alors on le permet parce que c'est aussi un travail que font avec nous donc les fabricants en surveillant leur système dans cette cellule-là. Par contre, nous avons des travaux aujourd'hui importants où on conserve la donnée, enfin on ne conserve pas, mais on traite la donnée en local, non pas par des serveurs, mais par des systèmes donc d'applicatifs qui sont capables, dans un niveau extrêmement bas,
de venir récupérer des données, de les analyser. Nous avons des systèmes de supervision qui sont ainsi vraiment très proches des systèmes, temps réel, et nous entamons une ère donc, de management avancé avec la prise en compte donc, de modèles prédictifs pour pouvoir encore aller au-delà sur l'efficacité énergétique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation et surtout merci à tous les trois d'avoir respecté le timing de vos présentations. Et alors, je crois qu'il y a deux petites questions auxquelles nous n'avons pas répondu. On va y revenir dessus. Alors, la première est la suivante. Comment évaluez-vous l'équilibre entre l'optimisation énergétique et l'impact environnemental de l'utilisation des technologies numériques, voilà, notamment les data utilisées? Et est-ce que des ACV sont réalisés pour s'assurer du ROI environnemental? C'est la première partie, d'après ce que j'ai compris, vous pouvez chacun répondre. Ouais, très rapidement, les bénéfices, on sait qu'ils sont là. Quand on promet une réduction de consommation de 20 voire 40% sur un gros bâtiment. Donc les bénéfices sont là et ils sont encore à quantifier. Donc l'ADEME notamment a ouvert un chantier en novembre dernier et lance une étude sur les bénéfices environnementaux de la flexibilité à travers des ACV. On a besoin de ces référents. Donc moi je suis très serein quant aux résultats et c'est très bien qu'ils arrivent et là on démarre un flot de flexibilité et les retours d'expérience sont à prendre et ils seront les bienvenus. Ouais. Okay. Merci. Et une deuxième question aussi qui a été posée concerne est-ce qu'il y a eu des retours sur le vécu des personnes dans le bâtiment lorsqu'il y a des rééquilibrages automatiques de consommation électrique et donc de chauffage et de ventilation des espaces de travail? Je peux un petit peu répondre. Non, moi, je l'ai aussi parce que… Ouais, lisez ensemble. Tu étais dessus. Non, c'est pas grave, mais on peut se compléter. Voilà, parce que, très bien. justement, oui, nous avons déjà expérimenté, et notamment dans la période d'été, où un bâtiment qui est passif, un bâtiment qui est, je dirais même, celui-ci est positif, ça reste un bâtiment donc, qui, malgré tout, on va y trouver un petit peu de chaleur l'été, on va trouver un peu trop de fraîcheur l'hiver, si on n'y met pas des systèmes qui permettent d'équilibrer. Ça a été le cas pour nous cet été, puisqu'on n'avait pas de système de rafraîchissement qui était opérationnel. Et donc, on a vu, d'une part, toute l'utilité de savoir traiter la ventilation de l'air et d'exploiter donc les différences de température qui peuvent exister entre l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà, j'enfonce le clou sur l'utilité du management d'une centrale double flux. Et donc, on a en plus mis en place maintenant des systèmes de mesure donc, qui vont aller vers, de toutes les façons, l'établissement d'indicateurs extrêmement précis et qui démontrent qu'on n'a pas encore lissé le confort en fonction de toutes les saisonnalités. Mais on y travaille et justement par ces indicateurs et par ces travaux sur la donnée. Ouais, sur l'effacement, où là on est vraiment dans la réduction brutale du chauffage l'hiver, de la clim l'été, c'est rigolo. Il y a eu plusieurs expérimentations, plusieurs tests. Quand on ne prévient pas les usagers, il ne se passe rien, pas de réaction. Et quand on les prévient, là il y en a toujours quelques-uns qui vont rouspéter pour la forme. Mais là, il va y avoir une prise de conscience tellement forte. Je pense qu'on va nous marteler dans les médias le besoin de s'effacer, le besoin d'économiser. La prise de conscience, elle est là et tout le monde va vouloir prendre sa part pour faire l'effort et accepter je vais le dire, mettre un col roulé et pour le temps de quelques heures pour passer la pointe. Voilà. Super, merci. Et peut-être en guise de conclusion sur les 2 petites dernières minutes qui nous restent, est-ce que donc aujourd'hui, quels sont selon vous peut-être les axes d'amélioration, les axes spécifiques sur lesquels il faudrait appuyer si on veut parler de sobriété numérique, énergétique, de performance du bâtiment? Quels sont peut-être les enjeux de demain, les enjeux autour de l'innovation? Est-ce qu'en 2-3 phrases, vous pouvez nous donner une conclusion, une ouverture à ce niveau-là? Ok, c'est moi qui prends la patate. Non, je plaisante. Tu vas la passer. Je vais la passer rapidement.
Non, l'idée, c'est dire, moi, sur ma partie, sur l'empreinte énergétique, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Donc là, on voit au niveau des bâtiments, mais on voit aussi au niveau des sociétés, vis-à-vis des outils qu'elles utilisent, vis-à-vis de ce qu'on met en place, vis-à-vis du fait de rapprocher, encore une fois, les capacités calcul de là où elles vont être exploitées. C'est majeur, ce sont des enjeux de gouvernance, donc vraiment en termes de pilotage, mais ce sont des enjeux énergétiques qui sont importants. La crainte est un axe d'amélioration qui est important, qui est vraiment sous-évalué, qui n'est pas mon cœur de recherche, hein, mais qui est, je pense, vraiment un endroit où il faut faire attention. C'est qu'on a des nouvelles technologies 4G, 5G qui arrivent, ainsi de suite, et le coût énergétique, ce sont des technologies qui sont extrêmement voraces. Donc, du coup, il va falloir réussir à réguler, il va falloir réussir à faire des progrès sur ces parties-là. J'ai moins de soucis, mais peut-être parce que je suis plus fin connaisseur de la chose, sur tout ce qui va être optimisation, voilà, via des systèmes applicatifs, via du logiciel, via des systèmes de séries temporelles comme vous faites pour justement essayer de lisser et d'optimiser. On l'annonce d'aujourd'hui sur le ballon d'eau chaude où on va faire. Voilà, ça, c'est des choses, c'est assez classique, ça marche bien, c'est relativement simple. Sur d'autres points, quand on est sur l'avance technologique, quid de ce que sera la 6G, quid de ce que seront les réseaux. Voilà, il y a vraiment un impact là-dessus où il faut qu'on prenne conscience que ça va avoir un coût. Et l'axe qui me fait dire qu'on va aller dans le bon sens vis-à-vis de tout ça, c'est qu'en fait, il y a une rationalisation économique qui va s'opérer vis-à-vis du cloud, vis-à-vis de l'augmentation du prix de l'énergie, vis-à-vis de ce genre de considérations, qui font que ça va tout sauf être un sujet tabou pour les entreprises, même pour celles qui ne se veulent pas encore éco-responsables. Il y a des enjeux de ROI financier cette fois, d'optimisation financière, qui vont amener ça au premier point. Merci beaucoup. Des réactions, Guillaume, Eric? Tu fais une bonne conclusion. Peut-être je rajouterai juste un point qui pourrait être que complémentaire, c'est n'ayons pas peur donc, du numérique et encore moins pour gérer, manager. L'homme sait très bien faire, mais le faire au quotidien, le faire de manière constante et optimisée, c'est plus délicat. Autant utiliser des automatismes, des systèmes simples qui, par le traitement de la donnée, vont faire aussi bien que ce qu'on serait capable de le faire. Ce qui fait que ce n'est pas comme ça un combat de quelques instants. Au moins, ce sera une action permanente sur l'efficacité. Donc, le numérique, voyons-le sobre, pensons-le et créons-le sobre, mais allons avec le numérique dans le sens de l'efficacité énergétique et je crois qu'on peut répondre qu'on n'a pas tout faux. Je vous propose de conclure donc sur ces belles paroles. En tout cas, merci vivement à nos trois intervenants. Merci à vous là, qui étaient présents, qui ont participé à cet atelier. Et voilà, bonne journée, à très bientôt. Merci et au revoir. Merci. Merci, au revoir.